Bienvenue sur cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, je vais vous... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que... Hein? Ah, ça, oui, je porte des lunettes depuis l'âge de 17 ans en fait. C'est vrai que jusqu'ici, je ne les mettais pas sur les vidéos. Maintenant, elles y seront, c'est comme ça. J'ai décidé de les mettre. Ok. Donc, bienvenue sur cette nouvelle émission de Deviens photographe. Aujourd'hui, on va travailler sur les ISO. C'est un élément un peu oublié du triangle d'exposition, c'est même l'élément oublié dans le triangle d'exposition, donc on va voir un peu ensemble. Alors, au début, j'étais parti sur faire une émission sur les ISO natifs, j'entends de tout et n'importe quoi là-dessus, je vais faire une émission là-dessus. Et puis je me suis dit, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait d'émission, donc on va faire une émission un petit peu plus complexe, on va voir tous les ISO, on va voir les causes et les conséquences, quand les utiliser, on y va, let's go, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vous disais, nous allons parler des ISO. Qu'est-ce que c'est que les ISO? Alors j'ai décomposé ce cours en plusieurs parties. La première partie, c'est justement, on va comprendre ce que c'est que les ISO. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne dans notre appareil photo. Enfin, on va voir comment les utiliser. Et enfin, on va voir du coup les avantages et les inconvénients des ISO. Alors qu'est-ce que c'est que les ISO? Les ISO, c'est une norme qui dit qu'avec tant de lumens sur une scène, si je suis ouvert à f5.6 par exemple, et je suis à 1/20 de seconde de pause, à ISO 100, je dois avoir tant de luminosité sur ma photo. À ISO 200, je dois en avoir tant. C'est juste une norme. Comme chaque norme, il y a des règles, c'est-à-dire qu'en gros, il dit qu'à ISO 100, j'ai 2 fois moins de lumière qu'à ISO 200 pour la même ouverture et la même vitesse. Évidemment, si je change que ce paramètre du triangle d'exposition, pour savoir ce que c'est que le triangle d'exposition, je vous renvoie vers cette vidéo. Et bien du coup, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il dit qu'à ISO 200, j'ai 2 fois plus de lumière qu'à ISO 100 pour la même ouverture et le même temps de pause. Qu'à ISO 400, j'ai 2 fois plus de lumière qu'à ISO 200 et donc 4 fois plus qu'à ISO 100. Voilà ce que c'est que les ISO en base. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors là, on va aborder justement les ISO natifs et compagnie. En fait, votre appareil photo est fait d'un capteur, évidemment. Les capteurs, c'est quoi? C'est juste des cellules photosites, c'est-à-dire en gros des sortes de puits dans lesquels les photons vont venir se perdre. Et au fond, il y a une cellule qui va transformer ces photons-là en signal électrique. C'est un signal analogique, c'est-à-dire qu'en gros, au fur et à mesure qu'on reprend des photons, en fait, le signal s'amplifie, le signal électrique s'amplifie. Il cumule tout le temps de la pause, et à la fin de la pause, c'est-à-dire quand la vitesse d'obturation, quand le rideau mécanique se redescend, les photons en fait vident le signal électrique qu'ils ont chacun vers le processus qui va non seulement déjà le digitaliser, puis après le numériser pour le mettre dans le fichier. Alors justement, si vous prenez un JPEG, en fait un JPEG il vous dit que pour telle coordonnée XY, j'ai tel code couleur. Ça je vous renvoie vers ces émissions-là pour comprendre ce que je viens de dire. Par contre, si vous prenez un RAW, en fait dedans c'est marqué que tel photosite avait telle intensité électrique. Mais revenons à notre sujet. Qu'est-ce que c'est que les ISO? En fait, les ISO, c'est simple. L'ISO natif, comme on le dit, c'est l'ISO de votre appareil photo. C'est-à-dire qu'en gros, pour tel lumens sur la scène, avec telle ouverture et tel temps de pause, votre capteur va capter tant de lumière. C'est ça, en fait, l'ISO natif de votre capteur. Et c'est multiple. En fait, c'est simple. C'est quand je multiplie par 2 à chaque fois. C'est-à-dire, si votre ISO natif, c'est 100, c'est 200, 400, 800 et ainsi de suite. Dans ces cas-là, on amplifie le signal analogique, c'est-à-dire qu'on prend l'ISO natif et on l'amplifie en fait à côté. Alors, ça va déjà répondre à une de vos questions. Si j'amplifie le signal analogique, c'est juste une courbe avec un minima et un maxima. C'est comme nous pour nos oreilles, si je descends à fond le son, je ne l'entends plus alors qu'il est encore là, et plus on est vieux, pire c'est, je ne l'entends plus alors qu'il est encore là. Et pareil, avant de déchirer nos tympans, il y a un maxima qu'on puisse atteindre. Pour votre appareil photo, c'est pareil. Pour admettre que le signal soit bon et soit exploitable, en fait, il accepte un certain minima au niveau du signal et un certain maxima. Le truc, c'est que qu'est-ce qui va se passer quand j'augmente mes ISO? Je vais amplifier ce signal analogique. Du coup, les fameuses courbes que j'ai là, il y a des sommets et des creux, en fait, je vais amplifier ces sommets-là et ces creux. Donc si je prends le minima et le maxima de mon appareil photo, que je prends le signal à ISO 100, si je le passe à ISO 200, ça va donner ça. Et à ISO 1600, ça va donner ça. Résultat, là où j'avais des pointes, et donc du coup, en fait, les tons clairs, on va dire, de ma photo, c'est-à-dire par exemple le ciel bleu, en fait, là maintenant, ça perce le plafond, c'est-à-dire qu'en gros, je perds la couleur. Et pareil pour les tons sombres, si par exemple j'ai des parties sombres, mais je distingue en fait les éléments qu'il y a dedans, en fait, en amplifiant du moins, excusez-moi, les ISO, ça va donner ça, c'est-à-dire qu'en gros, ça va disparaître. Alors ça, c'est si j'utilise les ISO natifs et ses multiples. Mes quiz des appareils photo, comme le mien par exemple, qui peuvent passer de 100 à 125, 160, 200, et non pas de 100 à 200 directement. En fait, la 125 ou 160 dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'en fait, il prend le signal, pour passer à ISO 125, il prend le signal ISO 100, et au niveau numérique, il va amplifier d'un tiers d'IL. Ou sinon, quand je suis à 160, il va prendre le signal analogique ISO 200, c'est-à-dire déjà amplifié, donc avec une plage dynamique plus courte, et il va diminuer d'un tiers d'IL. Du coup, beaucoup disent qu'il vaut mieux utiliser
les ISO natifs et ses multiples, et pour les intermédiaires, en fait, le faire en post-traitement, en augmentant ou en baissant, puisque de toute façon, c'est ce que va faire mon appareil, aussi bien au niveau numérique. Donc du coup, c'est exactement ce que va faire mon appareil, mais là, le faire par des logiciels plus prononcés, comme DxO par exemple, qui est très très bon là-dessus. Alors j'ai voulu faire un test, parce qu'évidemment, on voit de tout sur Internet qui nous dit que, voyez, regardez, je fais ISO 160, j'ai moins de bruit qu'à ISO 200, à ISO 160, j'ai moins de bruit qu'à ISO 100. Ouais, enfin, dit comme ça, c'est du style, tu prends une photo, regarde et tu regardes. Ouais, enfin, c'est un peu approximatif quand même. Donc j'ai fait quelque chose. L'avantage d'avoir été, programmeur avant, j'ai développé un petit programme PHP. Vous pouvez aller télécharger le code sur le blog. Donc je vous rappelle, l'URL de l'article est sous la vidéo. Donc j'ai développé un petit programme très très simple et il est fait que pour une seule chose, c'est les photos noires. En gros, je regarde le RVB de chaque point, 0, 0, 0 pour le noir ou 255, 255 pour le blanc, mais ça je vous renvoie vers ce tutoriel-là pour comprendre, ces trois tutos-là. Le truc c'est que il peut être très basique, du style si c'est pas 0, 0, 0, c'est-à-dire du noir, puisque c'est une photo noire, j'ai pris avec le capuchon dessus, ben en fait c'est du bruit. On peut dire ça comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté par tranche de tiers d'IL en fait mes ISO. Et j'ai voulu voir si effectivement tous les ISO natifs et ses multiples, il y avait moins de bruit que les autres. Alors si je suis cette conséquence-là, puisque j'ai compté ça, alors j'ai aussi modifié le source. C'est-à-dire que j'ai donné un certain ratio, c'est-à-dire que si c'était 0, 1, 0, c'était pas du bruit, on est d'accord, c'était quand même du noir. J'ai donné un certain ratio de tolérance, on va dire. Ça, c'est à vous de voir quand vous téléchargez. J'ai bien documenté la source, elle n'est pas très longue, hein, elle fait 2 pages à peine, pour vous modifier vous-même directement la source si vous y connaissez un peu en PHP. Et du coup, j'ai obtenu quelque chose chez Canon qui est assez parlant. C'est-à-dire que si dans les ISO natifs, j'ai moins de bruit que dans les ISO intermédiaires, sur mon 5D Mark III, l'ISO natif, c'est pas 100, c'est 160. Parce qu'à ISO 160, j'ai moins de bruit qu'à ISO 125 ou à ISO 100. Et j'ai moins de bruit qu'à ISO 200. Donc du coup, si je suis cette logique-là, c'est ISO 160. Et ce ne serait pas stupide. On y revient tout à l'heure. Du coup, en gros, est-ce qu'il est mieux pour moi d'utiliser ISO 320 plutôt qu'ISO 200 ? Puisque ISO 320, dans ces cas, c'est le multiple de 160. Est-ce qu'il est mieux d'utiliser les ISO multiples de 160 ou les ISO multiples de 100 ? Eh bien, d'après mes tests, c'est mieux d'utiliser les ISO multiples de 160. Mais ce n'est pas idiot. Pourquoi ? C'est là que je voulais en venir tout à l'heure. C'est qu'à partir de 1600, c'est un multiple de 160, 1600. Ah oui. Et tous les autres, 3002, 6004 et compagnie, c'est des multiples de 160. Et du coup, ce ne serait pas idiot d'avoir mis une plage à 160 justement là-dessus. Pourquoi ? Parce que s'il y a moins de bruit au niveau des ISO natifs, quand est-ce qu'on a le plus de bruit ? Quand on augmente à fond nos ISO. Et bien du coup, le truc c'est ça, c'est que du coup, j'ai moins de bruit aux ISO 1600, 3002 et ainsi de suite, puisque c'est des multiples de 160. Vous allez me dire, c'est aussi des multiples de 100. On est bien d'accord. Mais là, c'est des multiples de 160. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, il vaut mieux que j'utilise 640 que 400 au niveau des ISO. J'ai moins de bruit à ISO 640 qu'à ISO 400. Et donc, du coup, je le fais surtout pour la vidéo. Alors, évidemment, du coup, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ISO 160, 320, 640 et non pas ISO 100, 200, 400 et ainsi de suite ? Visiblement, d'après mes tests, oui. Mais ce n'est pas ce que ça donne chez Nikon. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur l'histoire des ISO natifs. Vous avez juste compris que les ISO natifs et ses multiples, j'amplifie le signal analogique, alors que les tiers d'IL entre les deux, c'est au niveau numérique qu'on le fait. C'est-à-dire que si j'amplifie, si admettons mes ISO natifs c'est 160, si je prends 125, je prends le ISO 160 et je diminue d'un tiers d'IL version numérique. Si je prends ISO 200, je prends le ISO 160 et j'amplifie au niveau numérique. Et effectivement, chez moi, j'ai moins de bruit. Maintenant, ça c'est valable jusqu'à 1600 ISO parce qu'au-delà de 1600 ISO, à chaque fois que je monte d'un tiers d'IL, j'ai de plus en plus de bruit. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? C'est pas dit. Surtout que la différence n'est pas énorme. Chez moi, j'obtiens des différences de 3-4%. Alors pourquoi je ne veux pas développer plus que ça ? Parce que Chris, merci Chris d'ailleurs, a fait le test sur un D800 qui est à peu près l'équivalent du 5D Mark III. Et du coup, chez Nikon, je n'obtiens pas du tout le même résultat. Déjà, au niveau des ISO natifs ou pas, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en gros, entre chaque, ça augmente à chaque fois. Par contre, au niveau des résultats, c'est beaucoup moins bon que chez Canon. Mais voilà, c'est fait que sur un seul test, avant que des gens qui crient au loup. Il faut savoir que, contrairement à ce que j'ai vu sur une petite chaîne qui comparait les 7 chaînes les plus connues en langue française pour les tutos de photos, je ne suis pas pro Canon. La preuve, c'est que j'ai refusé justement d'être présentateur chez Canon au prochain salon de la photo parce que justement, je veux rester indépendant au niveau des marques. Donc du coup, non, je ne suis pas pro Canon et c'est pour ça que je ne vais pas trop parler de ça sur cette vidéo-là. C'est vrai que chez Nikon, on a obtenu des résultats beaucoup moins bons. Maintenant, c'est ce que je vous disais, est-ce que 0, 0, 0, c'est pas du bruit et donc 0, 1, 0, c'est du bruit ? Voilà, il faut
qu'on définisse dans ces cas-là un certain seuil de tolérance pour dire au-delà de ça, oui, on va dire que c'est du bruit. Maintenant, voilà, il faudrait développer ça plus en avant, mais j'ai pas envie. Mais moi, le résultat de mes tests, en tout cas sur mon 5D Mark III, c'est que utiliser les ISO natifs, c'est valable, on va dire, surtout en photo. Après, de toute façon, au-delà de 1600, le bruit, à chaque fois que j'augmente d'un tiers d'IL, ça augmente de plus en plus le bruit. Donc c'est surtout à partir de là que ça va être utile, vraiment les ISO. Donc du coup, ça ne va rien m'apporter vraiment énormément au niveau des ISO natifs, en tout cas au niveau de mes tests. Voilà au niveau des ISO natifs. Donc vous avez compris, les ISO, c'est d'un côté j'amplifie le signal analogique et entre les deux, j'amplifie le signal ou je diminue le signal numérique. D'où la diminution des plages dynamiques, comme on l'a vu, ça répond déjà à cette question-là. Maintenant, du coup, quand les utiliser? En fait, c'est ce que je vous disais. Les ISO, c'est une norme. C'est-à-dire qu'en gros, je vous dis qu'à ISO 200, j'ai 2 fois plus de lumière qu'à ISO 100. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si je suis en mode semi-automatique, alors moi en semi-automatique, par exemple en semi-automatique, priorité à l'ouverture, je vais contrôler l'ouverture, mais aussi les ISO. Je ne laisse pas mon appareil photo gérer les ISO. Pourquoi? Je trouve qu'il le fait mal. Pourtant, c'est un 5D Mark III, mais je trouve que les appareils le gèrent mal. Il y a maintenant la façon semi-automatique, c'est-à-dire que par exemple, je peux le brider en disant « Ok, tu gères de 100 à 400, mais tu ne vas pas au-delà. » Donc, il va gérer entre 100 et 400. C'est vrai que c'est plus pratique, mais je préfère quand même, je suis de la vieille école, je préfère garder ça. Donc, ça va être aussi plus simple pour ce que je vais vous expliquer. Ça vous aide à régler, quand vous savez comment utiliser vos ISO, ça vous aide à régler votre appareil photo rapidement. En fait, vos ISO permettent de doubler la lumière à chaque fois. Ça veut dire quoi? Que quand je vais régler mon appareil photo, si je suis en mode priorité à l'ouverture, donc pour tout ce qui ne bouge pas, les monuments, les paysages, ce genre de choses, pour avoir la bonne profondeur de champ. C'est-à-dire qu'avant même de viser, je règle mon ouverture pour avoir la bonne profondeur de champ. Je vous renvoie vers ce tutoriel-là si vous n'avez pas compris ce que je parlais au niveau de l'ouverture. Et ensuite, après, au moment où je vise, je vais regarder la vitesse que lui va me proposer, la vitesse d'obturation qu'il va me proposer. Sachant que ça, c'est en fait, lui, il a calculé une certaine quantité de lumière. Il dit donc, si tu as ouvert à temps, que tu as mis les ISO à temps, moi, il faut que j'aille telle vitesse pour avoir la bonne lumière. Et il va vouloir rester sur cette lumière-là, de toute façon. Donc, si par exemple, je veux prendre quelqu'un qui marche, il faut savoir qu'en dessous d'un 80e de seconde, la personne qui marche risque de commencer à être floue. Si je vois qu'il me propose un 40e de seconde, je me dis c'est trop bas, la personne risque d'être floue. Dans ces cas-là, ce que je fais, je sais qu'en doublant mes ISO, je vais doubler ma lumière. Mais comme lui, donc je vais augmenter, lui il veut rester avec cette moyenne-là. Ce qu'il va faire, il va dire ok, toi tu augmentes de ce côté-là, comme moi je veux rester là, du coup je vais baisser d'un autre côté. Donc en gros, à chaque fois que je vais doubler mes ISO, lui, il va doubler la vitesse, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, en mode priorité à l'ouverture, ça sert à ça. Quand j'ai mes ISO, en gros, à chaque fois que je zoome mes ISO, lui, il double la vitesse. Et quand je suis en mode priorité à la vitesse, vous l'avez compris, à chaque fois que je double mes ISO, moi, je contrôle la vitesse avant même de viser. Au moment où je vise, je regarde l'ouverture, et si jamais je suis trop ouvert, je double mes ISO, et à chaque fois, il ferme par deux mon ouverture. C'est-à-dire qu'en gros, s'il est ouvert à 5,6, si je double mes ISO, il va fermer à F8, si je double encore, il va fermer à F11, et ainsi de suite. Et vous allez voir, faites le test, alors pas dans une salle où il y a la télé, puisque la télé change la lumière tout le temps, posez votre appareil photo sur une table, essayez, vous verrez, mettez-vous en mode priorité à l'ouverture, à chaque fois que vous allez doubler les ISO, lui en contrepartie va doubler la vitesse. À chaque fois que vous êtes en mode priorité à la vitesse, que vous allez doubler les ISO, lui en contrepartie va fermer par un IL, en fait, l'ouverture. Donc voilà comment servir des ISO. En gros, c'est très simple. Tout ce qui est fixe, monument, personne qui marche, un objet sur une table ou ce genre de choses. Je règle d'abord mon ouverture pour avoir la bonne profondeur de champ avant de viser. Au moment où je vise, je regarde la vitesse qu'il me propose. Si jamais elle est trop basse, j'augmente mes ISO pour lui récupérer de la vitesse. Et à chaque fois que je vais doubler mes ISO, il va doubler la vitesse. Si je suis en mode priorité à la vitesse, en fait c'est très simple, je règle d'abord ma vitesse pour avoir du flou, pour avoir quelque chose de fixe, selon que ce soit rapide ou pas, la bonne vitesse. Et au moment où je vise, je regarde l'ouverture qu'il me propose, et si c'est trop ouvert par rapport à ce que je veux, ou si déjà ouvert à fond, il me dit il n'y aura pas assez de lumière, j'augmente mes ISO, parce qu'à chaque fois que je vais doubler mes ISO, il aura besoin d'une ouverture 2 fois moindre. Vous allez me dire, mais quiz du mode manuel, puisque Benoît est toujours en mode manuel. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en mode manuel, si c'est quelque chose de fixe, je règle d'abord mon ouverture. Au moment où je vise, je règle mon ouverture pour arriver à la compensation, l'amener là où je veux, 0, plus 1, moins 1 comme je veux. Et si je vois que je commence à trop descendre au niveau de la vitesse, j'augmente mes ISO, tout simplement. La base, la règle de base à vraiment maîtriser tout le temps, c'est toujours les ISO le plus bas possible. Ensuite, après, c'est d'abord l'ouverture, ensuite la vitesse. Et si je descends trop au niveau de la vitesse, j'augmente mes ISO. Sinon, d'abord la vitesse, ensuite l'ouverture. Et si je commence à trop ouvrir, j'augmente mes ISO. Voilà comment il faut régler votre appareil photo. Et voilà à quoi ça sert les ISO. Donc on a vu comment les ISO fonctionnaient. Maintenant qu'on sait comment les ISO fonctionnent, on va voir du coup les avantages et les inconvénients. Parce que je viens de vous dire justement que la règle de base, c'est toujours d'avoir les ISO le plus bas possible. On a vu tout à l'heure quand ça fonctionnait que premièrement, quand on monte les ISO, on diminue la plage dynamique. Et ça peut être dommage quand vous avez des fortes contrastes sur vos photos, ça peut être un gros problème. Donc du coup, toujours les ISO le plus bas possible. Ensuite, après, ça amène autre chose, c'est du bruit. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous amplifiez votre signal
excusez-moi, quand vous amplifiez votre signal analogique, vous allez en fait amplifier beaucoup plus le bruit, c'est-à-dire en gros les parasites, que le signal utile, c'est en gros votre photo. Résultat des opérations, quand vous allez augmenter le bruit, vous allez augmenter la lumière, mais vous allez surtout augmenter les problèmes, c'est-à-dire augmenter le bruit. Alors, il y a plein de sortes de bruit et ce n'est pas forcément dû à la montée des ISO. Par exemple, la chaleur de votre capteur, il faut savoir que ça perturbe en fait les couches de silicium, la chaleur, et du coup, ça fait qu'il peut y avoir du bruit d'obscurité, on appelle ça. Du coup, le truc, c'est que le bruit n'est pas forcément dû aux ISO. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous regardez sur votre appareil photo, vous avez deux sortes de diminution de bruit. Parce qu'il y a autre chose qui peut amener aussi du bruit, c'est les temps de pause longs. Ça, c'est dû en fait à, on va dire, le fait que la lumière soit variable. C'est-à-dire que même si c'est une lumière assez uniforme sur une même plateforme, chaque photosite ne va pas recevoir la même quantité de photons, alors que normalement il devrait. Donc déjà ça. Et en plus, la lumière varie un tout petit peu à une toute petite vibration. Donc du coup, ça fait que sur des temps de pause longs, il y a plus de perturbations qui peuvent aussi amener du bruit. C'est pour ça que sur vos appareils photo, vous avez diminution du bruit due à un temps de pause long ou diminution du bruit due à la montée des ISO. Donc du coup, utilisez la bonne. Alors diminution due à un temps de pause long, c'est très simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait ce qu'on appelle un black. Donc le temps de pause dure 2 fois plus longtemps. C'est-à-dire qu'en gros, il refait la photo comme moi je l'ai fait pour mon test, que je vous envoie vers mon blog pour voir les résultats du test sur les ISO natifs. Et du coup, le truc, c'est qu'il fait une photo avec l'obturateur mais fermé. Du coup, il fait après le delta entre les deux. C'est-à-dire que si tel point apparaît bruité sur la photo noire, c'est que c'est du bruit. Donc, il va faire la même chose sur la photo. Il va aller le supprimer. Il va aller supprimer, corriger ce problème-là. C'est ça, en fait, la correction due au temps de pause long. Par contre, la correction du bruit, en fait, c'est simple. C'est que les grains, le grain, comme on appelait ça en fait en analogique, c'était pas régulier, c'était pas quelque chose de régulier. Or, le bruit est quelque chose d'assez régulier. C'est toujours les mêmes photons qui vont faire, les mêmes photosites qui vont être plus perturbés que d'autres. Résultat des opérations, il y a déjà un logiciel dans votre appareil photo qui va permettre de corriger en fait ça. C'est un algorithme en fait qui va calculer, puisque c'est des schémas assez réguliers, qui va réussir à corriger ça. Sinon, prenez des sujets comme DxO, comme Lightroom, ça le fait très bien. Donc du coup, les gros avantages des ISO, c'est quoi? Le gros avantage des ISO, c'est que ça va me permettre de prendre des photos dans des conditions de lumière plus difficiles. Par exemple, si je veux augmenter ma lumière alors qu'il commence à faire sombre, comme là, ou alors si jamais je veux augmenter ma vitesse, eh bien en fait, je vais avoir besoin, si j'augmente ma vitesse, de capter plus de lumière dans un laps de temps, enfin la même quantité de lumière dans un laps de temps beaucoup plus court. Donc les ISO vont me permettre justement de faire ça. Ou alors, à l'inverse, si c'est sur l'ouverture que je pose problème, c'est qu'avec sans vouloir trop augmenter le temps de pause, ça va me permettre justement de ne pas trop augmenter le temps de pause, excusez-moi, en augmentant mes ISO, tout simplement. Ça, c'est gros avantage des ISO. Le gros inconvénient, c'est le bruit. Alors, il y a deux sortes de bruit, même si j'en ai parlé dans cette émission-là. Il y a le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Le bruit de luminance, c'est dû, en fait, c'est des points blancs, tout simplement, qui vont apparaître sur votre photo. Alors, on les voit plus, évidemment, sur les parties sombres, parce que blanc sur sombre, on le voit plus, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'effectivement, sur un ciel blanc, vous verrez moins les points blancs. Par contre, les bruits de luminance, c'est des points rouges, verts et bleus aussi qui vont apparaître. Donc ça, c'est aussi des erreurs qu'on a. On ne va pas parler ici de la correction du bruit, j'en ai déjà parlé là-dessus, même s'il y a d'autres méthodes. D'autres méthodes qui consistent par exemple à ne pas monter énormément les ISO et à prendre plusieurs photos et à les assembler après sous Photoshop ou ce genre de choses. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je vous renvoie vers ces vidéos-là si vous voulez savoir comment corriger le bruit. Là, aujourd'hui, c'est juste vous détailler du coup ce que c'est que le bruit et au niveau de la prise de vue, comment faire. Donc, ce qu'il faut retenir de ce cours-là, c'est que premièrement, la première règle de base, c'est toujours les ISO le plus bas possible. Parce que dès que je monte mes ISO, eh bien en fait, je vais diminuer ma plage dynamique et en plus, je vais créer du bruit. C'est-à-dire en gros, je vais créer des anomalies au niveau de ma photo et c'est beaucoup moins beau. Alors, il y a un autre paramètre qui peut faire que le bruit est aussi important. Par exemple, la taille du capteur. Il est dit que en fait, le bruit pour un même nombre d'ISO est inversement proportionnel à la taille du capteur. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, j'ai dit simplement que, tout simplement, plus le capteur est grand et moins il y a de bruit pour le même nombre d'ISO. Si vous prenez les Hasselblad avec leur moyen format, qui valent une blinde, eh bien en fait 1600 ISO ou 3200 ISO pour eux, c'est pin-up. C'est comme si vous étiez à 400 ISO sur un réflexe. Ça joue aussi sur les full frame ou sur les APS-C, effectivement. Sur un full frame, on aura moins de bruit en montant les ISO que sur un APS-C. Et c'est pour ça aussi qu'on peut comprendre que les compacts ont des tout petits capteurs. Tant qu'on est à l'extérieur, ça va, mais du moment qu'on est dans des lumières difficiles, là, ça ne fonctionne plus. Donc pour conclure ce cours ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que 1, il faut toujours les ISO le plus bas possible et c'est le dernier des 3 paramètres que je change. En gros, dites-vous que les ISO, c'est juste pour compléter si jamais avec l'ouverture et la vitesse, je n'ai pas la lumière qu'il me faut.
Ensuite, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais monter mes ISO, ça va me permettre de prendre des photos soit plus rapidement, soit avec une ouverture plus petite. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'il va y avoir du bruit. Ça va y avoir du bruit de luminance, du bruit de chrominance, comme on l'a vu. Mais en gros, la montée des ISO détruit la qualité de votre photo. Donc, si vous voulez garder un maximum de qualité de photo, il faut diminuer au maximum les ISO. C'est simplement ça en fait. J'essaye avec l'ouverture et la vitesse et si ça ne suffit pas, j'augmente mes ISO à ce moment-là. Voilà ce qu'il faut retenir au niveau des ISO, c'est que vous diminuez votre plage dynamique, vous avez plus de bruit. Alors, quelques petits trucs. On peut éviter les temps de pause longs, ça va éviter déjà du bruit. On peut éviter de monter les ISO en prenant aux bonnes heures, ça va éviter du bruit. On peut utiliser un trépied par exemple pour éviter de monter les ISO, ça peut être bien. L'autre petite astuce qui est bien, par exemple, lorsqu'on fait des photos de concert ou ce genre de choses, on va utiliser des objectifs très lumineux, c'est-à-dire qu'en gros qui vont ouvrir beaucoup. Parce que plus je gagne de la lumière d'un côté, soit l'ouverture, soit la vitesse, et moins j'ai besoin d'augmenter mes ISO. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Et enfin, et ça souvent on l'entend, c'est beau les photos de mariage dans les églises en noir et blanc, c'est beau les photos de concert en noir et blanc. Oui, c'est vrai. Mais ça cache aussi surtout la misère. Ben oui, parce que quand vous passez vos photos en noir et blanc, vous verrez moins le bruit que lorsque vous laissez vos photos en couleur. Donc le fait de passer en noir et blanc peut vous aider si jamais lors d'une soirée vous êtes obligé d'augmenter excessivement vos ISO, ça peut être bien de les passer en noir et blanc. Enfin pour terminer, nous ne sommes pas tous égaux devant la montée du bruit. Plus votre capteur est grand et moins vous aurez de bruit pour le même nombre d'ISO, plus vos capteurs sont modernes et moins vous aurez de bruit au niveau des ISO. Et j'attends avec impatience les résultats du 5D Mark IV qui promettent beaucoup d'améliorations là-dessus. Voilà pour cette émission sur les ISO, j'espère sincèrement que ça vous a aidé, que vous ayez compris un peu tout sur les ISO. Je vous souhaite une bonne semaine, à la prochaine, bye. What